dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, le journal. Ce journal vous est présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Tête-à-tête entre Félix Tshisekedi et Cyril Ramaphosa, le président de la République démocratique du Congo a effectué jeudi matin une visite de travail express à Pretoria à l'invitation de son homologue sud-africain. Vous aurez des détails dans ce journal. Et puis les travaux de réhabilitation de l'avenue de l'université, précisément sur le tronçon rond-point Gaba, avancent à un rythme encourageant. Myriam Likio nous fait le point dans cet élément. Et puis à l'international, le Maroc, le troisième exportateur mondial de tomates derrière le Mexique et les Pays-Bas. La filière enchaîne encore de records à la demande des marchés de consommation en Europe. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal télévisé. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué ce jeudi matin une visite de travail express à Pretoria à l'invitation de son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa. À son arrivée à l'aéroport militaire de Pretoria, il a été accueilli par la vice-ministre sud-africaine des Affaires étrangères avant de se rendre directement aux Union Buildings, siège du gouvernement, pour un entretien en tête-à-tête avec le président Ramaphosa. Suivez. Invité par son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa, le président de la République Félix Tshisekedi est arrivé ce jeudi en début de matinée à Pretoria en Afrique du Sud pour une visite de travail de quelques heures. Aussitôt arrivé par l'aéroport militaire, le chef de l'État a été accueilli par la vice-ministre sud-africaine des Affaires étrangères Thandi Moreka. Le cortège présidentiel a pris la direction de l'Union Building de Pretoria, siège du gouvernement, où s'est déroulée une rencontre en tête-à-tête entre les deux chefs d'État suivi d'un déjeuner de travail. Cette visite éclair s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre la RDC et l'Afrique du Sud, deux pays liés par des accords de coopération dans les domaines politiques, diplomatiques, sécuritaires et économiques. Le président de la République, Félix Tshisekedi, est accompagné du VPM en charge de la Défense, Guy Kabongo, de la ministre d'État aux Affaires étrangères, Thérèse Kayukwamba, et du ministre des Finances, Doudou Fomba. Et dans un autre registre, on en parle encore. Dans ce journal, une commission spéciale et temporaire est mise en place depuis ce mercredi 17 septembre à l'Assemblée nationale chargée d'examiner les pétitions visant la destitution de 5 membres du bureau. Le député national honoraire Willy Bolio Emina, contacté par la rédaction de Géopolis Télévision, a expliqué la mission assignée à cette commission. Suivez. Maintenant, la commission va prendre les dossiers. La commission va examiner la conformité des pétitions au règlement intérieur. S'il n'y a pas des articles des règlements intérieurs qui sont enfreints. Alors, s'il y a des articles du règlement intérieur qui sont violés, ils vont faire observer ça. Et ils vont ramener les résultats à la plénière pour dire telle pétition est rejetée pour telle situation. Telle est rejetée pour telle situation. Mais si les pétitions sont conformes, ils vont proposer que ça passe à la plénière. Et donc, pour le moment,
Et aucun membre de commission ne peut encore parler de ces pétitions parce qu'il est tenu au secret de ses travaux. De la commission se font en huis clos. La suite, ils vont remettre au bureau qui va examiner ça en plénière. Lorsque, par exemple, les pétitionnaires n'ont pas atteint le nombre requis par le règlement intérieur, on va rejeter parce que la pétition n'a pas atteint le nombre requis. Et par exemple, pour le cas du président du bureau de l'Assemblée, c'est 125 signataires qui sont exigés au minimum. Et donc, si les signataires sont déjà au-delà de 125 signataires, là, il n'y a pas un problème. La recevabilité est là et on va présenter. Généralement, c'est ça qu'on doit vérifier. Pour les cas d'espèce, il y a les 3/4 des membres du bureau qui sont restés, notamment sur les 7, il y a 2 qui sont restés. Et donc, 3/4 sont visés, ce qui fait que le 2 là, le précédent, va présider l'Assemblée. Et c'est ce qui a été fait. Comme le premier vice-président de l'Assemblée n'a pas été concerné, et logiquement, c'est lui qui fait l'intérim à la place du président Kamere parce que lui-même est en visée. Je suis honorable Willy Bolio, député honoraire et membre du PPRD. Et en séjour dans la province du Tanganyika, la première ministre Judith Suminwa va procéder à l'inauguration de plusieurs ouvrages réalisés dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires. Par cette visite, le gouvernement souminois réaffirme son attachement au Tanganyika, une province considérée comme un maillon stratégique du développement national. Judith Suminwa a également procédé à son arrivée au lancement des travaux sur l'avenue Lumumba. Suivez. À Kalemi, depuis ce mercredi 17 septembre 2025, la première ministre Judith Suminwa a fait le terrain. Elle a entre autres donné le coup d'envoi de travaux de réhabilitation du boulevard Lumumba et les ponts Lukuga. Boulevard Lumumba, épine dorsale de la ville de Kalemi qui s'étend sur une longueur de 12,5 km. Il est connecté à 2 routes nationales, la RN5 et la RN33. Ainsi, elle permet d'approvisionner en biens essentiels les autres provinces voisines, notamment le Haut-Lomami, le Lualaba, le Haut-Katanga, avec la possibilité d'aller vers le Maniema et l'espace Kassai. Le boulevard Lumumba a également une vocation touristique étant donné qu'il longe le lac Tanganyika. Les travaux lancés seront exécutés grâce au financement du programme sino-congolais sous la facilitation de l'agence congolaise de grands travaux. Judith Suminwa va également inaugurer plusieurs autres ouvrages dans le cadre du projet de développement de 145 territoires. Et puis, dans les secteurs de la justice, le ministre du tutelle, Guillaume Ngefa, a exprimé mercredi 17 septembre la volonté du gouvernement d'améliorer l'administration de la justice à travers le pays. Cette déclaration a été faite lors d'un briefing de presse co-animé avec son collègue en charge de la communication et médias, Patrick Mouyaya, à Kinshasa. Il était également question de parler sur la redynamisation de prisons en République du Congo ainsi que de leurs conditions, afin d'améliorer les conditions de vie de prisonniers congolais. Suivez. En ce qui concerne la construction de lieux de détention, puisque la majorité des lieux de détention ont été construits avant l'indépendance, 48, 52, 59, conçus pour abriter quelques individus, quelques détenus. Aujourd'hui, ça abrite des centaines de nos compatriotes dans des situations très inhumaines. Il y a un programme de construction, effectivement, de prisons. Une mission du secrétariat général du ministère avait fait un travail de l'évaluation de besoins et de construction, et ça existe. Donc il y a les priorités, et il y a eu déjà des soumissions, ça a été approuvé là, par exemple dans la ville de Kinshasa. Je pense qu'il y a un projet de la construction d'une prison à Maluku.
il y a pour l'établissement de jeunes en conflit à Mbeseke-Fouti, et puis il y a encore une autre prison qui doit être construite vers la cité ex-Mama Mobutu, etc. J'ai eu connaissance de ces projets. Je pense que comme ce sont des projets qui ne posent pas problème, puisque la procédure a été régulière, nous allons essayer maintenant de pousser pour qu'on puisse assez rapidement commencer la construction. En ce qui concerne la prison de Makala, il y a une possibilité. Nous avons acquis, pas moi, nous avons acquis comme ministère un grand terrain à Maluku avec 100 hectares où on peut effectivement construire les prisons pour les femmes, pour mineurs et aussi les prisons générales, etc. Et je pense que ça a été budgétisé dans cette année pour le budget 2025-2026. Bon, une fois que nous recevons ce budget, je pense que la construction de la prison pourrait effectivement commencer. Et le ministre de Mines est arrivé ce jeudi 18 septembre 2025 à Kolwezi, chef-lieu de la province dit Lualaba, pour une mission officielle d'envergure. Cette mission s'inscrit dans la volonté du gouvernement de renforcer les dialogues avec tous les acteurs de l'industrie minière. Lui, Watum Kabamba entend tenir un dialogue franc avec les opérateurs miniers via la chambre de mines ainsi qu'avec les autorités politico-administratives et tout le service concerné. Et dans les secteurs de la santé, suite au décès tragique de Divine Koumassamba, une réunion cruciale s'est tenue ce mercredi réunissant le docteur Samuel Roger Kamba, ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, et les directeurs de tous les hôpitaux de Kinshasa. Cette rencontre a mis en lumière la nécessité urgente de réformer le système de santé pour garantir que l'accès aux soins soit une priorité absolue avant toute considération financière. Suivez. Le ministre de la Santé a insisté sur l'importance de l'humanité et de la responsabilité éthique de professionnels de la santé. Il a fermement rappelé que le soin au cas critique doivent être dispensés en urgence sans attendre le paiement. J'espère qu'on a senti tous dans cette salle que la plupart des chefs des hôpitaux disent les urgences vitales, on ne discute pas. On les prend en charge. Est-ce que c'est ce que j'ai compris? Comme c'est ce que j'ai compris, j'ai décidé, avec votre approbation, de faire un arrêté interdisant tout refus de soins en situation critique. Une mesure fiscale majeure a été révélée pour financer ces initiatives. Une taxe de 2% sera appliquée sur tous les produits importés, à l'exception de produits alimentaires. Ce décret signé par la Première ministre permettra d'investir dans le secteur de la santé pour améliorer l'offre de soins et les infrastructures. Dans l'objectif de renforcer le soin pré-hospitalier, le ministère a annoncé le lancement d'un programme de formation intensif au Maroc pour 200 professionnels de santé. Pour améliorer la coordination et l'accessibilité, une plateforme téléphonique avec le numéro d'urgence 151 sera mise en place, permettant aux citoyens de signaler leurs urgences et d'obtenir de l'aide rapidement. Le ministre a conclu en soulignant que le développement du pays est indissociable de l'amélioration de la santé du Congolais. Il a également mentionné que 240 centres de santé construits en partenariat avec la Banque mondiale sont achevés et n'attendent plus que leur inauguration pour être mis au service de la population. On va ouvrir un dossier consacré à la société dans la ville-province de Kinshasa. Par cet élément, la montée de l'insécurité inquiète les habitants, particulièrement avec la réapparition des enlèvements à taxi, le récent incident dont une attaque armée à Saint-Kiwanuka, Limete Kingabwa souligne l'urgence d'une réponse des autorités face à une criminalité en hausse qui menace la sécurité des citoyens dans leurs déplacements quotidiens et leurs lieux de culte. Gigi Nende. L'insécurité à Kinshasa est devenue un sujet de préoccupation majeure
pour les habitants. Les enlèvements à taxi qui refont surface ajoutent une couche d'angoisse à une situation déjà alarmante. Les passagers ne sont plus en sécurité, même lors de leur trajet quotidien, ce qui pousse beaucoup à réfléchir à des alternatives pour se déplacer. De GP, derrière Mino Congo, il y a des boutiques. Elle sortait de là et elle a pris un taxi devant Diplomate terminus, un arrêt. Le taximène était là avec une dame derrière et puis les chargeurs criaient Willery. Et le gars, le taximène a payé le chargeur quand il a eu deux clientes et il a démarré. Maintenant, lorsqu'ils ont viré pour prendre le rond-point africain, la haute cour militaire, c'est là qu'elle a vu un grand noir et puis elle s'est endormie dans un profond sommeil. Alors, elle s'est réveillée, c'était vendredi autour de 19h, elle s'est réveillée le samedi à Kimwenza, dans la maison d'une dame. Quand on nous l'a ramené dimanche à la maison, nous l'avions amené à Vijana pour faire des examens d'intoxication et tout ça, de toucher et tout. Nous, on est allé quand même porter plainte contre inconnu dans notre quartier juste pour dire, ben voici le cas, elle a été perdue et on l'a ramenée, voilà. Moi, à un moment, j'avais même pensé que ça baissait, mais je me rends compte que non, au contraire, il n'y a rien qui baisse, la tension continue à monter. C'est vrai que il y a les gens en faim, il y a tout ce qu'il y a, mais c'est pas sur les citoyens, les paisibles citoyens qu'il faut peser, Non, je ne pense pas. Je pense que si les gens ont leurs revendications, s'ils n'ont pas de boulot, s'ils ont faim, ils savent à qui s'adresser. Il faut des bonnes politiques pour que les gens soient occupés. On aura moins de cas de kidnapping. Le climat d'insécurité ne se limite pas aux enlèvements. Les criminels s'introduisent également dans les familles, les entreprises et même les lieux de culte. La récente attaque à la paroisse Saint-Kiwanuka à Kingabwa, dans la commune de Limete, en est un exemple frappant. Dans la nuit du mardi à mercredi, des individus armés ont pénétré dans la paroisse, volant de l'argent, télévision et saccageant différents bureaux tout en tirant des balles. Cet acte de violence a non seulement causé des pertes matérielles, mais a également semé la peur parmi les fidèles et les habitants du quartier. La présence d'une sentinelle n'a pas suffi à dissuader ces criminels. Ce sentiment d'insécurité généralisée crée un climat de méfiance et d'anxiété parmi la population. Cette recrudescence de la criminalité met en lumière la nécessité d'une réponse rapide et efficace des autorités pour restaurer la sécurité à Kinshasa. Et si la population de Kingabwa est dans la détresse et l'inquiétude, celle de Lemba est plutôt dans la joie. En effet, les travaux de réhabilitation de l'avenue de l'université, plus précisément sur le tronçon du rond-point Ngaba, avancent à un rythme encourageant. La population locale salue la qualité de l'ouvrage qu'elle juge solide et prometteur pour une durabilité en long terme. Reportage de Myriam Likio rendu par Damani Mujinga. À Kinshasa, les travaux de réhabilitation de l'avenue de l'université, notamment sur le tronçon partant du rond-point Ngaba, progressent à un rythme jugé satisfaisant par les habitants. Ces derniers, longtemps confrontés à un état de délabrement avancé de cette chaussée, accueillent avec soulagement l'évolution actuelle du chantier. La route évolue dans de bonnes conditions. Les travaux se font avec sérieux et méthode pour garantir une meilleure durabilité et éviter les erreurs du passé. Nous, les mamans, nous sommes vraiment satisfaits de l'avancement des travaux, mais nous souhaitons qu'il aille un peu vite afin d'éviter des problèmes au cas de première pluie. Ce projet, bien que toujours en cours, redonne l'espoir aux habitants de cette partie de la ville. Il reste maintenant à veiller à son achèvement rapide et à sa bonne gestion post-réhabilitation pour garantir une circulation fluide et sécurisée.
Dans le secteur de la culture, la banalisation croissante de scènes choquantes dans la production locale de théâtre, notamment l'apologie du viol et de l'homosexualité, insultes gratuites, moqueries sur le handicap physique, vulgarité et comportements allant à l'encontre de bonnes mœurs de la société congolaise sont pointés du doigt par certains contenus comiques en République démocratique du Congo. Didier Ilunga nous en dit plus. Certains contenus comiques en République démocratique du Congo laissent à désirer. Les scènes de théâtre sont choquantes, faisant l'apologie du viol et de l'homosexualité. Insultes gratuites, moqueries sur les handicaps physiques, vulgarité et comportements allant à l'encontre de bonnes mœurs de la société congolaise. Pour ces responsables et encadreurs des artistes, il encourage l'interpellation à l'ordre du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication et il désavoue certains contenus que produisent les artistes. Je suis pleinement d'accord avec le CESAC parce que parents que nous sommes, éducateurs de masse que nous sommes, nous ne sommes pas contents de certains contenus que nous présentons, nous, dans l'ensemble. Il y a des scènes de théâtre presque obscènes, qui heurte la sensibilité, qui heurte les bonnes mœurs. Et il était temps que le CESAC nous rappelle à l'ordre. Parce que nous sommes des véhicules des valeurs, nous sommes des éducateurs de masse et nous ne pouvons pas être nous-mêmes les destructeurs de notre société, qu'on a déjà assez détruit. Parfois, c'est nos tenues vestimentaires qui laissent à désirer. Et vous conviendrez avec moi que certaines scènes de théâtre, on ne sait pas le regarder en famille. Certaines paroles qui sortent elles sont indignes et inacceptables. En outre, ce chef des travaux, Alina, est revenu à fixer les artistes d'épuiser les thèmes de leur travail qui ne vont pas à la contre avec le mœurs de la société. Nous, on enseigne à nos étudiants de puiser les thèmes de leur travail dans la vie, tout ce que nous observons dans la vie. Ils peuvent tirer comme nous leur disons qu'il faut être observateur, qu'il faut être attentif à tout ce qui s'est. Il y a le spectacle qui est produit par le créateur lui-même, c'est-à-dire par la personne que nous avons formée. Il a le temps d'observer le thème et le sujet qu'il développe lui-même. Il conçoit donc le texte, il fait jouer avec les acteurs, il est metteur en scène et tout ça, et puis il produit ça devant un public. Ça, ce sont des spectacles souvent qui réussissent parce qu'ils tiennent compte des normes. Mais il y a parfois des spectacles qui sont commandés. Les spectacles qui sont commandés, parfois, on ne tient pas compte, on est parfois à court de temps, tout simplement parce qu'on a mis quelques moyens à votre disposition. Et quand on produit, vous voyez vraiment que c'est un spectacle qui ne respecte pas les normes esthétiques, mais aussi les normes même de la création elle-même. Bon, alors, la contradiction souvent apparaît comme ça dans la société parce que le créateur est souvent écartelé entre deux tendances. La tendance qui lui vient de lui-même, de ses propres créations et de ses propres observations, et parfois la tendance de celui qui le sollicite pour produire avec une vision précise. Alors c'est là où il peut y avoir parfois des dichotomies. Kakese, c'est mon nom, c'est Kakese Vina. Je suis chef de travaux à l'INADO. Rappelons que le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC, Christian Boussembe, a tiré la sonnette d'alarme sur la dérive morale de certains contenus comiques lors de la réunion tenue avec le patron des groupes théâtraux et le responsable des chaînes de télévision diffusant ce programme le mardi dernier. Place à présent, mesdames, messieurs, à l'actualité en dehors de frontières congolaises. Face à ces défis énergétiques, l'Égypte multiplie les initiatives. Le pays du pharaon a signé de nouveaux accords avec Apache Corporation, Dragon Oil et Perenco Egypte pour stimuler l'exploration gazière. Gigi.
Le consortium du champ gazier Leviathan, mené par les compagnies Chevron et NewMed, a conclu avec l'opérateur public Israel Natural Gas Lines un accord pour la construction d'un nouveau gazoduc baptisé Nitzana, destiné à relier Israël à l'Égypte. L'ouvrage, d'une capacité annoncée de 600 millions de pieds cubes de gaz par jour, devrait être achevé d'ici 3 ans. Il viendra s'ajouter aux interconnexions existantes et porterait la capacité totale d'exportation israélienne vers l'Égypte à plus de 2,2 milliards de pieds cubes par jour. Ce projet s'inscrit dans un contexte où l'Égypte, après avoir été exportatrice nette de gaz naturel liquéfié, doit recourir à nouveau aux importations depuis 2024, notamment via ses unités flottantes de régazéification. Les terminaux de liquéfaction dite Q et d'Amiette qui affichent une capacité combinée d'environ 12,2 millions de tonnes par an ont vu leur capacité ralentir ces 2 dernières années faute d'approvisionnement suffisant en gaz. La dépendance accrue aux importations de JNL a alourdi la facture énergétique du pays, alors que la production domestique, notamment du champ gazier Zohr, le plus important du pays, est en déclin. Ce développement marque un mouvement accru d'investissement dans les infrastructures gazières égyptiennes. Outre l'optimisation des terminaux de liquéfaction, le pays des pharaons a aussi lancé de nouveaux projets d'exploration comme l'accord préliminaire conclu il y a quelques jours entre BP et l'entreprise publique EGAS pour forer 5 puits en Méditerranée orientale. Et je l'ai annoncé au début de ce journal, le Maroc est le 3e exportateur mondial de tomates derrière le Mexique et les Pays-Bas. La filière enchaîne les records à l'exportation grâce à la demande de marché des consommations en Europe. C'est toujours la voix de Gigi Nende. Durant la campagne courant de juillet 2024 à juin 2025, le Maroc a expédié 745 000 tonnes de tomates, un nouveau sommet. D'après le site spécialisé Est Fruits qui cite des données de l'Office d'échange du Maroc, ce volume record a généré 1,2 milliard de dollars de chiffre d'affaires, soit 8,3% de plus que la saison antérieure. Dans les détails, la France est loin le premier client du Maroc, absorbant près de 50% des exportations en 2024-2025, suivi du Royaume-Uni et des Pays-Bas. Au-delà de ce trio, d'autres destinations ont affiché un engouement pour les tomates en provenance du pays d'Afrique du Nord, affichant une croissance de leurs importations en glissement annuel. Il s'agit en Europe des marchés comme l'Allemagne, le Portugal, la Belgique ou encore la Suède, et en Afrique de l'Ouest des pays comme la Mauritanie et le Sénégal. D'après les observateurs, le prochain défi sera de franchir le cap des 800 000 tonnes durant la nouvelle campagne dans un contexte de pression accrue aussi bien à l'interne qu'au niveau européen, avec les attaques récurrentes de la part des acteurs espagnols. Voilà, en ces 18e jour du 9e mois de l'année, nous allons à présent faire place à la lecture de journaux parus en ce jour. Bonsoir. La presse quinoise de ce jeudi s'intéresse à la sortie médiatique du ministre d'État en charge de la justice lors d'un briefing de presse co-animé avec son collègue de la communication et des médias Patrick Mouyaya. Démarrons avec Info 27 qui titre en une Justice, Guillaume Gueffa fait de la lutte contre la corruption sa priorité absolue. Dès son premier briefing, mercredi 17 septembre à la RTNC, signale ses quotidiens, le patron de la justice a dénoncé la chaîne de pratiques corruptives qui gangrène l'appareil judiciaire de magistrats aux auxiliaires de justice et a appelé à des sanctions strictes. Selon ses portails, sa feuille de route combine réforme structurelle et modernisation du système avec la digitalisation de procédures, la création d'un parquet financier et l'amélioration des conditions de détention. En dressant le constat alarmant de prisons surpeuplées, a fait savoir ses tabloïds, Guillaume Gueffa montre que sa vision dépasse la simple gestion administrative. Il s'agit de
restaurer la dignité et la souveraineté dans une justice transparente et efficace. Face à ces constats alarmants, écrit le Phare, le nouveau ministre de la Justice se propose d'administrer une thérapie des chocs en commençant par la lutte contre les antivaleurs qui minent le secteur de la justice en RDC, parmi lesquels la corruption et la mafia qui viennent en tête. Concernant la corruption, cette gangrène tenace qui tire le pays vers le bas en anéantissant tous les efforts déployés pour décoller, souligne ce quotidien, Guillaume Gueffa s'engage à travailler en étroite collaboration avec le Conseil supérieur de la magistrature pour éradiquer ces fléaux. En retour, poursuit ce portail, le ministre de la Justice s'engage également à œuvrer pour l'amélioration des conditions de travail et salariales du personnel judiciaire à travers le pays. Hormis la lutte contre la corruption, rapporte la prospérité, la deuxième priorité du ministre Guillaume Gueffa est de consolider l'état de droit, ce qui passe par une meilleure répartition des infrastructures judiciaires et pénitentiaires sur le territoire national, adapté au découpage administratif actuel de 26 provinces. Enfin, révèle ces tabloïds, le ministre de la Justice a adopté un ton ferme concernant la situation sécuritaire et judiciaire dans l'est du pays, annonçant une nouvelle ère de poursuite contre les auteurs de crimes de guerre sans exception. En conclusion, fait remarquer Forum des As, le ministre de la Justice a réaffirmé sa troisième priorité, redonner confiance aux citoyens en une justice équitable, accessible et crédible, tout en mettant fin à l'impunité et en réhabilitant le lieu de détention. Fin de cette revue de presse. Au revoir. Fin de ce journal, mesdames, messieurs. Je m'en veux vous rappeler les trois principaux titres. Vous l'avez suivi dans ce journal, tête à tête, Félix Tshisekedi, Cyril Ramaphosa, le président congolais, a donc effectué ce jeudi matin une visite de travail express à Pretoria à l'invitation de son homologue sud-africain. Et puis à Kinshasa, le travaux de réhabilitation de l'avenue de l'université, plus précisément sur le tronçon du rond-point Gaba, avance à un rythme encourageant, un rythme qui est donc salué par la population locale. Myriam Likio nous a donné des images exclusives de cet endroit. Et puis le Maroc est le troisième exportateur mondial de tomates derrière le Mexique et le Pays-Bas. La filière enchaîne les records à l'exportation grâce à la demande de marché des consommations en Europe. C'est donc la fin totale de ce journal, mesdames, messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Un père peut oublier ses enfants, mais jamais les enfants peuvent faire le contraire. Au revoir. Vous a été présenté par Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la